Bien le bonjour, ici Cinémaniac et comme chaque année je vous retrouve pour vous présenter les nouveaux arrivants dans la DVD Tech. Cette année j'ai hésité à vous faire cette vidéo parce que j'avais pas souvenir d'avoir fait tant d'achats de DVD et de Blu-ray que ça et du coup j'avais un peu peur de rien avoir à vous présenter. Du coup j'ai pris mon petit carnet dans lequel je note absolument tout ce que j'achète. Et ben en fait... je regarde la pile de Blu-ray que j'ai à vous présenter, la pile fait 50 cm. Du coup, heureusement pour moi, il y a matière à faire une vidéo, donc c'est parti. Et on commence avec le 7ème juré de Georges Lautner. Georges Lautner, c'est celui qui a fait Les Tontons Flingueurs, Les Barboz, Le Guignolo, Le Professionnel. Donc voilà, un grand nom du cinéma français. Et avec le 7ème juré, il tape très fort. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait assassiner, son petit ami est suspecté et arrêté, et le meurtrier va se retrouver juré au procès du petit ami. Incapable de se dénoncer par peur du qu'en dira-t-on, mais surtout de la guillotine, il va néanmoins tout faire pour essayer d'innocenter le jeune homme. En plus d'être magnifiquement filmé, ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'on voit absolument tout du point de vue du meurtrier. Donc on va passer par la tentative de justification de ses actes, par la vision de la femme qui est partagée par beaucoup d'autres hommes de sa communauté et qui a fait de lui un meurtrier. Ça fait quand même peur, c'est-à-dire lui est allé jusqu'au bout, a commis le geste, mais en fait on se rend compte que tous les hommes de son entourage partagent à peu près la même mentalité. Vous ne me demandez pas le nom de l'assassin? Le nom? Ma foi non, pourquoi faire? Je le connais très bien. Allons-y. Mais si, mon vieux, chacun de nous s'y est mis un petit peu. Et puis un jour, l'un de nous s'est trouvé là juste à point pour faire quick. Mais c'est quand même lui qui a tué. Et alors? C'est aussi une critique extrêmement virulente de la société bourgeoise des nantis du début des années 50, complètement déconnectée de la réalité et hypocrite. La fin est très amère et frustrante, mais en fait complètement logique quand on voit comment se déploie le récit tout au long du film. Très forte recommandation. Les Affranchis de Martin Scorsese, donc un film de gangster avec Robert De Niro, mais quand même un classique. Here's an arm. Very funny, guys. Here's a leg. Here's a wing. What do you like, the leg or the wing? Abbé César, plongé assez drôle dans le quotidien d'un grand studio hollywoodien post-Seconde Guerre mondiale, avec les magouilles pour réussir à monter les films, les questions politiques avec la montée de l'importance dans le débat public du communisme, et aussi l'intervention de groupuscules religieux dans l'écriture d'un film, selon le sujet, ici, un film sur la vie et la mort du Christ. There is unity in division. And division in unity. I'm not sure I follow, Padre. Young man, you don't follow for a very simple reason. These men are screwballs. God has children. What? And a dog? A collie, maybe? God doesn't have children. He's a bachelor and very angry. No, he used to be angry. Why? He got over it? Donc un film très sympa sur le cinéma américain des années 50 et qui essaie dans la mise en scène d'en reprendre les codes. Les Blues Brothers, évidemment, hein, bijoux des années 80 et en plus en tant que fan de comédie musicale, c'est impossible de pas l'avoir. Le cabinet du Dr Caligari, film muet emblématique de l'expressionnisme allemand, mouvement dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les vampires qui doit dater de l'année dernière, donc je vous invite à la revisionner ou à la visionner si ce n'est pas déjà fait. Chicken Run, un de mes films d'animation préférés, et qui est aussi un des trucs les plus pro-vegan que j'ai vu de ma vie. Je sais que c'est à la fois un pastiche et un hommage au film La Grande Évasion, mais notamment à partir de la deuxième partie du film, on a quand même une très forte comparaison avec les camps de concentration et d'extermination. Which ones? All of them. Ah, et petit détail, je ne me souvenais pas que la bande originale était aussi excellente. Vraiment, réécoutez-la, elle est en intégralité sur YouTube. Vraiment, très bonne redécouverte, notamment au niveau de la musique. Je crois que j'ai déjà dit, mais je suis pas fan du tout des comédies romantiques, souvent à cause des clichés ou du manque d'originalité des scénarios, mais il y a quelques exceptions dont fait partie la délicatesse. Comme le titre l'indique, il y a une très grande douceur qui se dégage du film et je vous recommande aussi le roman dont il est tiré. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer en quoi Les Dents de la Mer est un indispensable? Petite anecdote, je l'ai montré pour la première fois à mon papa cet été, il ne l'avait jamais vu et il est tombé d'accord avec moi pour dire que malgré
tous les problèmes de production qu'il y avait eu, notamment avec le requin mécanique qui a passé son temps à déconner pendant le tournage, le film tient encore énormément la route au niveau des effets spéciaux et au niveau de son récit. Il est toujours très efficace. Donnie Darko, que je n'ai pas encore vu. Je sais, je vais brûler en enfer des cinéphiles. Mais voilà, je suis contente de voir qu'il y a encore des films avec des grandes renommées qui me restent encore à découvrir. Dunkerque, je ne comprends pas, beaucoup de critiques qui sont faites à ce film, le découpage et le travail du son sont toujours incroyables. J'ai enfin réussi à choper l'intégrale de Dr House, ma série préférée, à regarder en VF. Je trouve c'est une des rares séries où je trouve la VF pas juste aussi bonne que la VO, mais largement supérieure. On peut y voir une fragilité des parois veineuses oculaires. D'accord, je le fais à votre place. Impossible, mon pote. Autant de sang par une veine. Impossible, mec. Si ça venait d'une artère, ça saignerait encore. Je dirais même qu'il serait mort. A Ghost Story, film sublime sur le deuil, les souvenirs et le temps qui passe. Donc, vu ce qui s'est passé cet été, je vais pas le revisionner de suite. Le guépard qui est en gros ce que Autant en emporte le vent aurait dû être. On nous transporte en Sicile en 1860, juste avant les événements qui vont amener à l'unification de l'Italie. Donc une histoire de mariage mise en plein milieu d'événements politiques où une aristocratie va voir le système qu'elle a toujours connu s'effondrer et va devoir s'adapter à un système nouveau. Le magicien d'Oz, lui aussi, a extrêmement bien vieilli. Moby Dick, un des films d'aventure que j'ai saigné pendant mon enfance et qui est à visionner principalement pour la performance de Gregory Peck qui incarne le capitaine Ahab. Birds. The birds! He rises! Si vous voulez vous marrer un bon coup, faites des petites recherches sur les déboires de production et de tournage de ce film, c'est assez salé. Ah tiens, ça s'en est un rigolo, La mort de Staline, qui est une comédie britannique, donc vous savez que ça va décoiffer. Don't worry, nobody's gonna get killed, I promise you. I've had nightmares that made more sense than this. À sa disparition en 1953, Staline n'a laissé aucune indication sur sa succession à la tête de l'URSS. On va donc voir les principales figures du parti et de son entourage se disputer, se faire la guerre, lancer des intrigues pour essayer de succéder à Staline. Ce qui est assez sympa, c'est qu'en VO, ils n'ont pas voulu demander aux acteurs d'imiter un accent russe. Du coup, à la place, ils ont demandé aux acteurs de prendre des accents de différentes régions britanniques. Par exemple, Staline a tout le temps essayé de se faire passer pour un russe alors qu'il venait de Géorgie et qu'il a toujours gardé un très fort accent géorgien qui ne trompait personne. Et ben l'acteur qui l'incarne, il a pris un accent très particulier. Bon, je serais incapable de vous dire lequel. La Passion de Jeanne d'Arc, film muet qui va traiter du martyre de Jeanne d'Arc depuis son procès jusqu'à son exécution. La référence à la Passion du Christ, elle n'est pas anodine. On a des retranscriptions de ce qui a été dit pendant les longs mois qu'a duré le procès de Jeanne d'Arc, et ce qu'on a découvert, c'est que c'était une femme tout à fait sensée, extrêmement intelligente et qui était très éduquée sur la question de la théologie. Les hommes d'église qui l'ont interrogée n'ont pas arrêté de lui tendre des pièges pour qu'elle dise une bêtise, la faire accuser d'hérésie et la faire exécuter. Elle a toujours parfaitement répondu à toutes les questions. C'est cette simplicité, cette clairvoyance qu'on essaie de retranscrire dans ce film, qui en plus a été restauré, donc rien que pour la magnifique image, voyez-le. Phantom of the Paradise, petit bijou qui mêle Faust et le fantôme de l'opéra à la sauce 70s. The story of a sound, the man who created it, the girl who sang it, the monster who stole it, and the phantom who haunts the paradise, the ultimate rock palace. Le seul défaut que j'arrive à les trouver, c'est que la meilleure chanson du film n'a jamais été enregistrée et n'existe pas en version longue. Never thought I'd get to meet the devil. Never thought I'd meet him face to face.
worked alone, that he seldom rode or used a phone, so I walked right up to meet him at his place. Quand on aime Steven Spielberg, il y a des œuvres parmi sa filmographie qu'on est obligé d'avoir. Par exemple, Rencontre du troisième type. The Rocky Horror Picture Show, emblématique des Midnight Movies et qui n'est pas juste un film complètement délirant, mais surtout une critique très violente de la société américaine. Requiem pour un massacre, en version originale Viens et vois, considéré comme un des plus grands films de guerre qui ait jamais été réalisé. Je vais pas développer plus que ça, sachez juste que ça traite des atrocités qui ont été commises par l'armée allemande lors de l'invasion de l'URSS à partir de 1941, et plus précisément de ce qui s'est passé en Biélorussie en 1943. Bon, on a donc le regard d'un enfant qui va assister à tout ce que la guerre a de plus horrible, tout ce que les soldats peuvent faire de pire lors d'une guerre, comme crime, il va le voir. Et l'image la plus perturbante de tout le film, étonnamment, c'est en fait le maquillage que porte le jeune acteur et qui va le vieillir au fur et à mesure du film. En quelques jours, ce garçon va littéralement se faire aspirer son énergie vitale par les atrocités auxquelles il assiste. Les Révoltés de l'an 2000, deuxième et dernier film de son réalisateur, qui raconte l'histoire d'un couple en vacances qui débarque sur une île où les enfants ont tué tous les adultes. Un jeu de massacre sadique mais qui est très loin d'être gratuit. Rien qu'avec la scène d'ouverture, on comprend très bien les intentions du réalisateur. Certes, ces enfants sont des tueurs, mais est-ce qu'on pourrait pas se dire qu'ils agissent comme ça parce qu'ils voient les adultes comme un danger potentiel? Perturbant, mais un des films qui sait faire du gore intelligemment. Le sourire de Mona Lisa, qui traite des jeunes filles de bonne famille qui partent étudier à l'université, tout en sachant que ce n'est qu'une situation provisoire en attendant qu'elle se trouve un époux et qu'elle soit complètement cantonnée au rôle de mère au foyer et de bonne épouse. Un très bon film sur l'importance de l'éducation pour les femmes et à quel point le rôle qu'on leur raconte dans la société est annihilant, en plus d'être un des meilleurs rôles de Julia Roberts. Olympe de Gouges disait « Le mariage est le tombeau de l'amour », et il y a une partie du film qui montre que dans une société patriarcale, c'est totalement vrai. After I graduate, I plan on getting married. And then I'll be married. Un Américain à Paris, comédie musicale de la MJM qui a remporté plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film, et qui est la raison pour laquelle on l'a refusé à Chantons sous la pluie. Putain, j'ai tellement les boules. Un peu plus impressionniste que son successeur, mais pareil, un indispensable pour tous les amoureux et amoureuses de la comédie musicale. La Vague, qui est en quelque sorte le film de l'éveil politique pour une partie de ma génération. On fait souvent la confusion, ce n'est pas un film sur le nazisme. On prend l'exemple des nazis parce que c'est souvent parlant pour le plus grand nombre. On sait qui ils sont, on sait les identifier et on sait ce qu'ils ont commis. C'est un film sur l'endoctrinement et la radicalisation. Elle peut être politique, idéologique, religieuse. C'est une étude sur comment on en arrive à un régime totalitaire sous prétexte de cohésion, d'unité nationale et d'idéal à atteindre. Toujours pertinent et assez terrifiant à visionner vu ce qui se passe aujourd'hui. West Side Story, je suis pas totalement convaincue par le projet de remake qui a été tourné par Steven Spielberg et qui est prévu pour, je crois, plus tard dans l'année, parce que celui-ci est tellement beau, tellement juste, tellement représentatif de son époque et en même temps intemporel que je vois pas ce qu'une nouvelle version pourrait apporter. Mais je me trompe probablement et je souhaite me tromper. Et de toute façon, même si le film de Spielberg est pourri, cette version-là, elle reste et celle-ci, elle est brillante. Et voilà, j'espère que cette présentation des nouveaux venus de ma collection vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des suggestions d'achat dans les commentaires. On se retrouve l'année prochaine pour ce format-ci et le 31 octobre pour le Cinémaniac spécial Halloween. Salutations!